Bonjour à tous et bienvenue à la toute première épisode de Collabo, un podcast qui va entourer les différents collaborateurs du domaine de l'immobilier. Donc, premier épisode, comme j'ai dit, aujourd'hui, j'ai un vétéran de l'immobilier sur la rive sud ici, mon partenaire Matthew McDougall. Bonjour à tous, Matthew McDougall, ça fait 12 ans que je suis dans le domaine immobilier, principalement sur la rive sud de Montréal et également dans la grande région de Montréal. Aujourd'hui, j'ai aucune idée des questions que Carl va me poser pour le podcast et c'est mon premier podcast, fait que soyez patients avec moi puis je vais essayer de vous transmettre mon expérience le plus possible. Good. Fait que, comme tu dis, 12 ans comme courtier immobilier, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours, juste nous dire comment que ça a commencé, pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Oui, dans le fond, j'ai décidé d'aller dans l'immobilier parce que j'ai toujours eu des entreprises de services avant d'être courtier. Parce que je suis un gars qui a tout le temps voulu, c'est ça, rendre service aux gens, donner un bon service à la clientèle, aider les gens à accomplir de quoi qui les rend heureux. Fait que c'est ça vraiment qui m'a poussé à aller là-dedans. Également, j'ai toujours été intéressé par l'immobilier, là, que ce soit l'investissement, les bâtiments, la construction. Quand j'étais jeune, moi, j'ai étudié au cégep. J'ai commencé une technique en architecture parce que je voulais être architecte. OK. Fait que ça se Carrément. rapprochait un petit peu de ça, architecture, immobilier, Ouais. etc. Puis c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer en immobilier. Cool. Je sais que tu as eu, comme tu dis, là, une couple d'entreprises avant d'être courtier immobilier. Peux-tu nous en parler un peu ou Oui, dans le fond, là, j'ai eu ma première job, moi, à 13 ans et demi, 14 ans. J'ai commencé à travailler au Burger King à Sainte-Catherine. J'avais à peine l'âge pour commencer. Ça a duré 2 ans. Puis à partir de là, j'ai jamais été sur une paye depuis ce temps-là. Là. J'ai parti avec d'autres associés une entreprise de lavoto dans des clubs de golf. C'était Ouais. très, très service à la clientèle, sollicitation dans le stationnement, une belle clientèle, c'était Nice. bien le fun. Après ça, j'ai eu des entreprises dans des boîtes de nuit événementielles je travaillais en collaboration avec des boîtes de nuit, des restaurants, puis Molson là, pour des budgets de commanditaires. Fait que ça, j'ai travaillé là-dedans un petit peu. Puis pour une question de santé, d'arrêter de travailler de nuit, ben, j'ai Ouais. décidé de changer de branche. C'est ça. Fait que on est allé dans l'immobilier par la suite. Ben, c'est ça. Puis comme tu dis, c'est quand même intéressant. Tu sais, le lavoto, tout ça, je suis sûr que ça t'a apporté pas mal des qualités d'entrepreneur que tu apportes aujourd'hui avec toi en tant que courtier immobilier, là. Oui, ça c'était bien. On rencontrait des gens dans le stationnement, on vendait le service. Dans le fond, c'est un peu comme de la sollicitation pour Ouais, cogner une porte de ouais, ouais, maison. Mais ouais. là, tu vendais pourquoi le gars, pendant qu'il joue au golf, il fallait qu'il fasse laver son auto. Tu sauvais du temps, sauvais de l'argent, Ouais, tout était réglé. ouais. Fait que le concept était bon. Fait qu'on avait développé ça. C'est juste qu'au Québec, il fait beau 6 mois par Ouais. année, puis tu peux avoir 2 mois de pluie. Là. Fait que la rentabilité de l'entreprise à long terme, c'était un petit peu plus C'est rough. comprenable. Parfait. Écoute, on en parle souvent, on en rit même, toi puis moi, parce que c'est ça. Ça fait quand même 12 ans que t'es là-dedans. Fait que, je veux dire, t'as vu la technologie s'avancer. Tu sais, tu ris tout le temps. Tu dis, fallait que je parte faire signer une émo, mettons, à Chambly ou whatever. Fallait que tu prennes ton char, fallait que tu ailles faire signer le client. Là, maintenant, on a les signatures électroniques. Comment tu as vu ça, toi, tous ces changements-là dans le domaine immobilier? C'est sûr que ça a été beaucoup dans les dernières années, mais qu'est-ce que ça avait apporté au domaine? Écoute, dans les 10 dernières années, c'est fou. Là. Tu sais, j'ai pas été, moi, dans les années 80-90, que les courtiers allaient faire des ventes avec des catalogues de maisons, puis Ouais. tu passais dans la rue, visite libre, telle rue. C'était comme ça que tu visitais des maisons. Là. Ouais. Il y avait un Centrix qui est arrivé par après, mais très, très limité, pas de photos. Fait que les vieux de la vieille qui sont encore plus loin dans le métier Ouais. que moi vont te dire, écoute, vous autres, vous n'avez pas connu les Rien vu. catalogues, mais Ouais, c'est ça. moi, je veux juste te parler des 10 dernières années. Ouais. L'évolution, ça a été fulgurante. Là. Quand j'ai commencé, effectivement, on n'avait pas les signatures électroniques qu'on pouvait faire à distance. Puis il n'y a pas tous les clients qui avaient des bonnes imprimantes, scanners à la maison, Ouais. que tu pouvais envoyer un courriel, scanner, signer, renvoyer. Fait on faisait des contre-propositions, on restait assis dans nos voitures en avant des maisons, que le courtier fasse la contre-offre. Tu prenais la contre-offre, tu disais à tes clients, attends-moi, Tim Morton à telle place, tu allais les présenter, puis là, ça pourrait faire du back and forth comme ça jusqu'à genre 10 h le soir, 11 h le soir. Fait que tu faisais des journées de malade, là. Puis
c'est ça, la paperasse, là, c'est ça, c'était très lourd à coordonner. Puis là, des fois, tu recevais un scan de ton client à peine lisible. Puis là, toi, tu le rescannais pour l'envoyer au courtier. Puis là, tu n'étais même plus capable de lire ce qu'il y avait sur le papier. Là. C'était terrible. Là. Fait que là, c'est toutes des petites anecdotes comme ça qui arrivaient. Puis c'est sûr que maintenant, avec les signatures électroniques, on sauve énormément de temps. Aussi, avant, il y avait moins les réseaux sociaux. Tu sais, Facebook, c'est arrivé un petit peu plus tard, etc. Fait que moi, mon concept d'entrepreneur dans l'immobilier, ça a tout le temps été les références. Parce que j'ai tout le temps été un gars qui traite les clients comme si c'était mes propres transactions ou des transactions de ma famille. Fait que mieux tu donnais un service à la clientèle, plus le monde parlait de toi. Puis là, tu avais des coups de téléphone, tu avais des références. Fait que c'est comme ça que j'ai fait ma publicité puis mon nom, comme on peut dire. Puis moi, c'était ça ma façon de faire du marketing. Puis j'en faisais pas de sollicitation. Là, juste avec les références qui rentraient, ça a créé un effet de boule de neige qui a fait que, à un moment donné, tu te ramasses avec une grosse banque de clients. Puis c'est comme ça qu'on opérait. Là, c'est sûr que maintenant, ça a beaucoup changé. On est rendu qu'on fait des podcasts, on est rendu qu'on fait des vidéos YouTube, des publicités Facebook, TikTok, Instagram. Il y a plein de façons d'aller chercher des clients maintenant. Tu es dans ton ordinateur au bureau, puis tu sollicites. Là. Avant, c'était plus, tu prends ta voiture, tu fais des rencontres, tu vas dans des événements, puis c'est ça. Fait que, à ce niveau-là, la game a un petit peu changé pour ça. Oui, puis ce qui est bon aussi, là, ça démontre une différente façon de voir les différents courtiers aussi. Tu as comme touché un peu à ma prochaine question. Vu que ça fait quand même un bout que tu es là-dedans, tu en as parlé, les références, ton service client. Est-ce que tu crois que c'est ça qui a fait que tu étais capable de te démarquer et de rester dans ce domaine-là aussi longtemps? Parce que on se le cachera pas, des courtiers, oui, il y en a qui restent là longtemps, mais il y a beaucoup de courtiers aussi qui vont plier bagage là, après les premières années. Fait que toi, tu as quand même réussi à te démarquer dans différents marchés. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ces qualités-là qui t'ont aidé? Oui, bien écoute, en premier lieu, là, le plus important, là, c'est toujours de dire la vérité à tes clients, à tes collaborateurs, puis aux gens avec qui tu fais affaire, que ce soit la banque, etc. Quand tu dis la vérité, tu ne te trompes pas dans tes mensonges. En voulant dire, tu sais où ce que tu t'en vas, puis il faut aussi que tu sois crédible dans ce que tu fais. Ça arrive des transactions quand j'ai commencé que je n'avais pas les réponses, mais je ne suis pas allé dire n'importe quoi. J'ai appelé un plus vieux courtier avec plus d'expérience. J'étais allé sur Google ou j'étais allé chercher l'information à l'OASIC, j'étais allé chercher l'information directeur d'agence. J'ai développé une crédibilité, puis je me suis informé sur les affaires que je ne savais pas. Fait que quand tu fais ça, tu dis la vérité à tes clients, ils voient que tu travailles pour eux, bien, ça fait qu'ils respectent comme un peu ton travail, puis ils ont le goût de faire affaire avec toi à long terme parce qu'ils voient que le service il est transparent, il est honnête. Même mon slogan que j'avais développé après 1 an dans le métier, c'était pour un service de qualité et une relation de confiance, notre équipe saura faire la différence. Fait que, c'est un peu ça que j'ai véhiculé. Puis maintenant que j'ai bâti comme une équipe à travers ça, ben, dans le fond, c'est ça les valeurs de comment que nous, à l'interne, on opère. Puis c'est comme ça que j'ai gardé ma clientèle. Puis on travaille, non, c'est ça, exact. C'est ce qui est super bon parce que les gens vont souvent oublier ces qualités-là dans notre domaine, je veux pas. Fait que c'est pas rien de magique, c'est vraiment juste d'avoir des bonnes valeurs. Fait que c'est sûr que ça peut t'apporter assez loin aussi. T'en as parlé au tout début. Un côté qui t'intéressait de l'immobilier, c'était tout l'investissement puis tout ça. Présentement, t'es rendu un investisseur immobilier. Là. On peut se dire que le mot investisseur est là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comme tes premières portes, les premiers investissements que tu as faits, c'était à quel âge? Est-ce que tu étais courtier, pas courtier? Ça ressemblait à quoi? Oui, ben en fait, depuis que j'ai mes entreprises jeunes, j'ai toujours voulu avoir des portes, des immeubles à revenus. Il y avait des amis autour de la famille qui étaient justement là-dedans, puis je trouvais ça très intéressant. Puis, selon moi, dans ce que je connais, parce qu'il y a beaucoup d'autres moyens d'avoir des revenus passifs dans la vie, là, mais les portes immobilières, c'est un petit peu la seule façon qu'un jour, on se crée un fonds de pension pour notre retraite dans le métier qu'on fait. Donc, tous les revenus positifs de l'entreprise de courtage, je les ai mis de côté, puis quand on en avait assez, ben, c'est là que j'ai décidé de rentrer en achetant des portes. C'est sûr que moi, depuis que j'ai commencé, je suis très proche des entrepreneurs généraux. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'étais associé avec un entrepreneur général qui était un peu mon mentor au départ. Puis, à travers ça, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs généraux. J'ai vu un petit peu comment
il faisait le développement, que ce soit des triplex, des sixplex. Puis j'ai commencé avec un triplex, je te dirais, j'avais 26 ans à l'époque, là, j'en ai 35 présentement, 26, 27. On a commencé par construire un triplex, là, qu'on avait trouvé un terrain, acheté le terrain, construire un triplex. On a loué ça, ça a bien été. On a acheté un deuxième terrain, on a construit un autre triplex. Puis c'est ça, j'ai commencé avec des triplex. Maintenant, on avait 3-4 triplex. Puis là, on a eu une opportunité de bâtir un plus gros immeuble. Donc, on a tous vendu les triplex, que j'aurais probablement eu le double aujourd'hui qu'à l'époque, mais c'est pas grave. C'est un tremplin qui m'a permis de faire d'autres choses. Fait que c'est ça. Puis dans l'investissement immobilier, je pense que tu commences avec des petits immeubles. Tu peux les garder toute ta vie, les petits immeubles, c'est très bon. Mais moi, j'ai voulu aller dans des plus gros parce que ça génère plus de cash flow positif pour justement bâtir une entreprise alentour de ça. Plus une entreprise de développement, gestion immobilière. Exact. C'est super intéressant. Puis c'est quoi tes, mettons, conseils numéro 1 pour quelqu'un qui veut commencer à acheter un investissement immobilier? Faut que tu commences. Des fois, il y a des gens qui... Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui disent « Ah, j'attends le bon deal, je cherche l'opportunité. » Mais tu sais, des fois, l'opportunité, c'est peut-être pas la meilleure opportunité maintenant, mais quand tu rentres et tu achètes ton premier immeuble, ben, tu commences à la capitaliser, puis tu avances, puis tu prends de l'expérience, puis à travers ça, tu rencontres des gens, puis c'est ça. Fait qu'il faut que tu commences. Puis c'est bon d'avoir aussi un bon courtier immobilier, justement, qui connaît le marché de ça, qui peut te conseiller, puis analyser les chiffres, etc. Fait que c'est juste de commencer, je pense. Là, puis, c'est ça aussi, je crois. D'embarquer dans le bateau, puis... Exact. Si tu n'es pas capable toute seule, il n'y a rien de mal à se prendre des associés puis de commencer à 2-3 avec des gens avec qui tu t'entends bien. Moi, j'ai jamais eu d'immeuble seul. J'ai tout le temps investi avec des associés. Toujours les mêmes ou... Pas toujours les mêmes, mais quand tu t'entends bien avec des gens que ça va bien, tu essaies de les garder ensemble. Avec eux. Parfait. Puis comme c'est ça, c'est un peu ça, dans le fond, les gens, même autant pour une maison en ce moment, je pense que tout le monde attend tout le temps, mais je pense que le meilleur investissement immobilier, c'est qu'il faut que tu rentres dans le game, peu importe que ce soit une maison, un condo, un investissement immobilier. On parle du marché immobilier de ce temps-ci. On peut voir que c'est un marché peut-être un peu plus difficile. En 12 ans, je veux dire, tu as vécu quand même différents types de marchés. Comment tu vois le marché qu'on vit aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses qui s'en vient dans la prochaine année? C'est quoi tes conseils? Bien, à la base, l'immobilier, il faut toujours que tu vois ça sur le long terme. C'est des cycles, ça peut être des cycles de 10 ans, 12 ans, 15 ans. Ça reste que c'est des cycles. Donc, je pense que c'est toujours bon de rentrer dans le marché, mais il faut quand même que tu fasses tes devoirs puis que tu analyses. Tu sais, c'est très logique, l'immobilier, là. Oui, on gère de l'émotif parce que c'est le plus gros investissement des gens dans leur vie, c'est leur maison personnelle. Il y a beaucoup d'émotions, mais à la base, ça reste logique, l'immobilier. Ça reste... Tu as des comparables, tu as des grandeurs de terrain, des grandeurs de superficie habitable, des rénaux. Tout se calcule en chiffres. Puis, si tu as un bon courtier qui analyse bien le marché, ça reste que tu peux faire des bons investissements. Quand j'ai commencé en 2010, de 2010 à 2014, c'était pas un marché facile. Écoute, on avait de la misère à vendre des condos là, dans le neuf. Là, on pouvait rester pendant 90 jours avec nos condos, ses bras. Puis, propriété pouvait prendre 180 jours à vendre. Puis, c'était normal, là, signer des contrats de courtage d'1 an. Fait que c'était un cycle un peu plus mollo. On sortait de la crise de 2008-2009. C'était plus difficile. Après ça, à partir de 2015, là, ça a recommencé à monter. Les taux d'intérêt étaient bas. Puis là, dans les dernières années, on a vécu la pandémie qui était complètement fou là, au niveau des valeurs, etc. Mais je pense que là, le marché est en train de se réajuster parce que la pandémie a créé un effet... trop positif, comme on peut dire, là, pour les valeurs. Je pense que ça va se réajuster. Puis le marché, sur le long terme, va toujours continuer à monter. Là. Si tu regardes la courbe des derniers 100 ans, que ce soit à la bourse, dans l'immobilier, ça va toujours finir par aller vers le haut. Fait que c'est d'être patient. OK, tu as payé ta maison 50 000 de trop l'année passée, ben garde-la de 5 ans, 10 ans. Au bout de la ligne, elle va remonter quand même. Fait que c'est juste d'être patient, je pense. Ouais, c'est ça. C'est un marché qui va être... faut juste rentrer dans le game encore, comme on en parlait tantôt, mais de peut-être plus l'analyser sur le long terme. Là, encore plus que peut-être les dernières années. C'est de respecter jusqu'à où tu es prêt à aller, puis c'est de respecter comment tu te sens bien quand tu rentres dans le marché, c'est ça.
Ouais. Question maintenant pour un nouveau courtier immobilier, quelqu'un qui commence. Oui, peut-être on en parle dans un marché un peu plus difficile, mais c'est quoi tes conseils que tu aurais à donner à la personne qui commence aujourd'hui? Il a son permis, vient te voir, avec ce que tu as vécu dans les dernières années. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ben, en partant, il faut que tu te fasses un plan de match. Il y a toutes sortes d'écoles de pensée quand tu commences d'apprentissage, de faire ton plan de match, là, que ce soit de solliciter ta famille, tes amis, Ouais. les gens que tu connais, les gens de ton ancien domaine, ou que ce soit de prendre un secteur comme exemple la ville de Candiac, puis dire moi je travaille qu'à Candiac, je sollicite que Candiac, je me fais une ferme, comme on appelle en immobilier, là, puis Ouais. j'envoie de la publicité, je cogne aux portes, ou que ce soit de partir un podcast, ses réseaux sociaux d'apprentissage de l'immobilier, puis de te faire suivre, puis de ramasser les clients, répondre aux questions. Tu sais, il n'y a pas de recette parfaite. Moi, je pense que c'est de te faire un plan de match, utiliser cette recette-là, puis t'assurer d'être le meilleur dans la recette que tu fais, puis de jamais arrêter, puis bien servir tes clients. Comme j'ai expliqué, c'est un effet boule de neige. Quand tu donnes un super bon service, après, peut-être pas après 1 an, 2 ans, mais après 3, 4, 5 ans, tu vas voir que toutes les références, bien servir les références, tu vas te faire une banque de clients, veux pas. Puis c'est sûr qu'il faut que tu apprennes des courtiers avec de l'expérience. Fait qu'il n'y a rien de mal à rentrer dans une équipe, d'apprendre la recette de quelqu'un qui a réussi. Puis souvent, les gens restent à long terme dans ces équipes-là quand que l'ambiance est bonne, puis tout le monde trouve son compte. Mais je pense que c'est ça la recette. Puis plan de match, travaillant, être connaissant, aller faire le plus de formation possible, assister à le plus d'inspections possible. Il faut que tu sois connaissant. L'expérience, ça vient avec le temps, là. Ouais. Experience is better than knowledge. C'est bon, ça. Ben, je le dis souvent, puis on en parle aussi, tu sais. Même moi, mettons, quand j'ai commencé dans le dernier 4 à 6 mois avant que j'aille mon permis, je vous ai suivi, je faisais des vidéos avec mon cell pour les propriétés, tu sais, j'apportais ce côté-là à vous autres, mais tu sais, au moins, j'étais dedans, tu sais, puis c'est ça que j'essaie d'expliquer. Moi, de mon côté, quand les gens me demandent c'est quoi mon conseil pour un nouveau courtier, c'est comme, mets-toi dedans, suis un courtier là, de A à Z à tous les jours, fais juste lui demander qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, vos inspections avec cette personne-là, puis moi, c'était comme de 6 mois-là à suivre toi, Frank, les gars dans l'équipe. Ça m'a tellement apporté parce que quand je suis arrivé, je savais comment Matrix fonctionnait. Je savais comment ça fonctionnait Internet Form. Toutes ces choses-là, ça peut quand même te donner un certain edge, mais les gens ont comme peur de s'embarquer avant même d'avoir le permis. Je pense que c'est quand même une chose qui est intéressante, là. Ben oui, même quand tu es en train d'étudier pour être courtier, si tu as un bon courtier qui a de l'expérience puis que tu aimes comment il fonctionne, tu le suis pendant, comme tu dis, 4, 5, 6 mois, tu l'aides en à côté, tu apprends un petit peu la paperasse à temps perdu, c'est excellent. Ça t'amène déjà une expérience que quand tu commences, tu n'es pas dans le néant. C'est super bon. Ça. Puis ça, c'est que du temps. C'est de l'investissement sur ta future carrière. Exact, ouais. Donc, en 12 ans de carrière, j'imagine que tu as vécu des choses. As-tu une anecdote ou une histoire drôle à nous raconter? Oui, c'est sûr qu'on voit beaucoup de choses dans l'immobilier. Une qui me vient en tête, je te dirais que ça fait 6-7 ans que j'ai vécu ça. On avait eu une référence à Saint-Hubert d'une maison unifamiliale à vendre. Malheureusement, un couple qui était un peu en difficulté financière. Puis, je m'en vais évaluer la propriété. Je reçois l'appel. Je dis, je vais venir voir. J'arrive en avant de la maison. Beaucoup de choses qui traînent sur le terrain. Toiture un peu abîmée. Quand tu arrives en avant d'une propriété, tu peux sentir tout de suite quand il y a eu un manque d'amour. Là. C'est assez flagrant. Fait que je m'en vais là. Je rentre, je cogne, je me présente. Premièrement, ça répond pas. J'entends juste des chiens japper dans la maison, mais écoute, c'est correct. Fait que, là, le client il arrive, il ouvre la porte. Bonjour, vous êtes qui? Un petit peu agressif. Je suis Mathieu, on avait rendez-vous. Bref, il avait même pas l'air de savoir qu'on avait rendez-vous, mais c'est pas grave. Fait que là, je commence, je rentre dans la maison. Écoute, il y a du stock qui traîne, mais qui traîne partout. C'est pas compliqué. Chaque pièce, il doit avoir 8 pieds de stock à côté au mur. Puis là, t'es là, tu rentres, t'es tout habillé propre, tu sens bon, parfumé, beau manteau, cravate. Là, t'es comme, OK, parfait. Ah, c'est ça l'immobilier, hein? Tu peux rentrer dans toutes sortes de propriétés. Fait que là, je m'assieds avec le couple, je fais le tour un petit peu.
Là, j'entends plein de bruit à gauche et à droite. Il y a des chiens qui jappent. Je vois 3-4 chats passer pendant que je suis en train de parler. Il y a un chat qui saute sur la table pendant que je suis en train d'expliquer avec mes papiers. Bref, c'est vraiment le bordel. Mais bref, je m'entends avec les gens. Puis là, j'entends du bruit comme dans le plafond. Mais tu sais, je fais pas trop de cas avec ça parce que j'ai tellement posé de questions que j'ai pas eu de réponse que bon, regarde, j'avance. Là, puis honnêtement, j'ai juste le goût de m'en aller. Là, mais c'est pas grave, je continue. Puis là, je vais faire le tour rapidement de la maison, faire le tour d'en haut. J'arrive en bas. Écoute, il y a comme 3 bulldogs dans le sous-sol. Comme chaque pièce a comme une barrière, puis ils ont fait des chambres pour les bulldogs. Puis là, ils disent, ah, ça, c'est nos enfants. On a 3 enfants. Fait que là, je dis, OK. Puis là, tu sais, comme... il y a un peu de merde de bulldog un peu partout, de la bouffe éparpillée. Tu fais OK. Là, pour les photos, comment vous voulez gérer ça? Ouais. Tu sais, comme là, je me suis dit, OK, bon, je prends une photo du passage puis de la pièce qui était libérée. Fait que tout qu'un dossier à date. Là, tu te dis, tu sais, je veux-tu vraiment prendre ce mandat-là? Mais regarde, c'est un mandat, c'est un mandat. Tu le prends. Fait que là, j'essaie de conseiller les gens. Je m'en vais. Après ça, on fait la mise en marché de la maison, mais on a fait la mise en marché à un prix très, très, très agressif à l'époque, justement, parce que il y avait un avis de 60 jours, sa propriété qui s'en venait. Il fallait que ça se fasse vite. C'était un dossier 30 jours. Fait que je me dis, garde, un peu comme on faisait pendant la pandémie, là, je la liste, je fais des visites samedi, dimanche, telle heure à telle heure, puis regarde, d'après moi, on va avoir un offre avant la fin de semaine. Ça, c'est un dossier pour quelqu'un qui voulait rénover puis repasser à la maison. Fait que là, on fait ça, mais dans ce temps-là, le marché est un peu moins explosif. Fait que on a quelques visites, des courtiers qui m'écrivent pas de bon sens, blablabla, maison bordélique. Je savais tout ça. Mais finalement, on réussit à avoir une offre. On a juste eu une offre, même si on était à un prix très agressif. Puis c'est une offre avec une inspection. Oui, c'était une offre avec une inspection parce que dans ce temps-là, tout le monde faisait des inspections. Fait que là, je me dis, wow, ça va bien aller à l'inspection. Puis il me restait pas tant de jeu sur le prix parce que avec la créance de la banque, les dettes des gens, la commission, écoute, il me restait pas grand jeu. Là. J'avais comme calculé un peu les trucs, puis j'espérais pas trop me faire renégocier après l'inspection. Fait que on cédule l'inspection, on arrive là, on se fait un petit peu ramasser là, à l'extérieur, puis c'est correct. Puis là, on rentre à l'intérieur. J'avais demandé que les chiens soient mis dans le cour. Les chiens sont en bas. Là, il y a une petite gestion de sortir les pitbulls, puis 4-5 chats, là, plus un oiseau dans une pièce, puis t'avais le complet, là. Fait que là, on fait le tour, là, plein de problèmes, ça sent mauvais, puis là, on avance, c'est correct. Puis les acheteurs le savent, là, c'est des gens dans quoi ils s'embarquent, c'est ça. Mais là, on arrive à l'entretoit. Fait que là, l'inspecteur mène son échelle, puis tu sais, je vous avais dit, j'avais entendu du bruit dans l'entretoit quand j'étais allé justement prendre le mandat. On arrive dans l'entretoit, l'inspecteur, il ouvre le truc en haut, puis on entend juste comme « Oh mon Dieu! » Pas de bon sens. Ben là, l'inspecteur, il referme la trappe, il descend, il dit « Moi, je monte pas là. » Là, tout le monde est comme « Là, qu'est-ce qui se passe? » Ben, crée-les pas, il y avait une famille de ratons laveurs dans l'entretoit. Oh my God! L'entretoit ravagé. Je sais pas si tu savais, mais des ratons laveurs, quand ça décide de brasser du stock, c'est ça. Il y avait genre 2-3 ratons laveurs là-dedans. Puis finalement, on n'a jamais inspecté l'entretoit. Il a fallu que moi, j'appelle une compagnie d'exterminateurs que je paye de ma poche pour sortir les ratons laveurs de là. À travers la négo, j'avais négocié ça. On avait baissé le prix au cost de qu'est-ce qui pouvait rester. Puis j'ai finalement closé cette transaction-là là, après comme maintes et une péripéties. Mais dossier compliqué. Avec bien du temps investi puis bien des anecdotes. Fait que ça, je te dirais que c'est pas mal... Tu vas t'en souvenir toute ta vie. On va s'en souvenir longtemps. Ah, c'est fou ça. Incroyable. Puis, dans le fond, on voit que ton rôle a quand même changé un peu dans les dernières années avec l'équipe et tout ça. Pour finir, dis-nous donc, où est-ce que tu vois Matthew McDougall, l'équipe, dans les 5-10 prochaines années? C'est sûr que moi, sur le long terme... idéalement, j'aimerais ça être un peu moins dans le transactionnel, puis plus être dans le coaching, puis dans le fond, la gestion de l'équipe là, au niveau de
tu sais, comment agir, donner les valeurs, etc. Mais je te cacherai pas que j'ai fait ma clientèle parce que j'ai donné le service, puis je vais continuer à faire des transactions, ça c'est sûr. Mais j'aimerais ça être plus dans la gestion, puis développer l'équipe. Puis, tu sais, chez nous, les courtiers, c'est tous des associés. Fait que, tu sais, travailler sur chaque associé, que ça devienne genre le meilleur courtier possible, puis qu'on transige les valeurs, tu sais, que moi, j'ai mises dans comment je faisais de l'immobilier, puis que tout le monde travaille de la même façon. Tout le monde apporte ses idées parce que faut toujours progresser. Là. Ça veut pas dire que ma méthode à moi, c'est la meilleure. Fait que apprendre des gens qui rentrent avec nous, comme toi, quand tu es arrivé avec nous dans l'équipe, tu as amené une nouvelle dimension, tu as amené une dimension de marketing qu'on n'avait pas, de médias sociaux, etc., qui a fait qu'on est tombé aussi à un autre niveau. Ben c'est ça. Faire du coaching, faire de la gestion un petit peu plus, puis rendre les gens dans l'équipe meilleurs. Puis, c'est ça. Good. Écoute, ça fait pas mal de tour. Je pense que c'était vraiment intéressant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait avoir appris de ça. Donc, gros merci, Matt, pour ton temps. J'apprécie Carl, vraiment. always a pleasure. Yes. Merci.